s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le gouvernement a décidé d'interdire les véhicules aux vitres teintées et plaques d'immatriculation non homologuées à la circulation. Une délégation du groupe français Bouygues Construction était à la primature aujourd'hui pour des échanges avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au menu des échanges, la livraison à la mi-décembre du pont Henri-Konan-Bédier. Et ce mercredi 22 octobre est célébrée la journée mondiale du bégaiement. Environ 60 millions de personnes souffrent de ce trouble du langage. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen a été attribué au gynécologue congolais Denis Mukwege pour son engagement auprès des femmes victimes de viols et de violences sexuelles en RDC dans le contexte des conflits armés. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de RTI 1. À suivre également dans cette édition le dossier EcoPlus. Nous jetons aujourd'hui un regard sur les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Nous parlerons de leur contribution au PIB national, contribution qui se situe entre 18 et 20%, un taux jugé faible. Alors quels sont les défis à relever? Réponse dans le dossier EcoPlus, ce sera dans quelques instants. En attendant, direction le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Des décisions ont été prises. On note notamment l'interdiction par le gouvernement de voir circuler les véhicules aux vitres teintées, plaques d'immatriculation non homologuées. Les contrevenants sont passibles de sanctions. Le reportage de Jérôme Kofi-Abolin. Des véhicules automobiles teintés non autorisés, désormais interdits de circuler sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est l'une des mesures ayant fait l'objet de décrets pris ce mercredi en Conseil des ministres. Mesures s'inscrivant dans le cadre de la politique de sécurité avec pour objectif de faire face à la criminalité. Ce décret, il faut le savoir, s'inscrit dans la dynamique des actions engagées par le gouvernement en vue de faire baisser la criminalité dans notre pays. Cette mesure vise à consolider l'indice de sécurité qui, à la faveur donc, des actions fortes du gouvernement, a baissé, il faut le rappeler, de 3 points, qui est passé donc de 4 à 1. Le Conseil a par ailleurs décidé de la mise en œuvre du programme Électricité pour tous. Il s'agit en fait de raccorder plus de 200 000 ménages chaque année d'ici à 2020. Ce programme traduit la volonté du gouvernement de fournir une électricité importante, abondante, stable et à moindre coût à toute la population ivoirienne. C'est donc pour cela que ce programme vise à doubler d'ici à 2020 le nombre de ménages qui doivent être raccordés au système électrique national, qui donc va le faire passer de 1,2 million actuellement à 2,4 millions. C'est-à-dire concrètement raccorder 200 000 ménages par an, et ce de 2014 à 2020. Aussi, le Conseil s'est-il félicité de la campagne 2013-2014 de commercialisation du coton ouverte fin novembre 2013. Campagne satisfaisante avec une plus-value d'environ 15% aux producteurs par rapport à la précédente. Résultat qui place la Côte d'Ivoire au 3e rang des pays producteurs de coton en Afrique. On reste au palais présidentiel où le chef de l'État a accordé une audience. Le président de la République s'est entretenu avec le ministre nigérian de l'Agriculture en visite en Côte d'Ivoire. On fait le point de la rencontre avec Abiba Dambélé Saoui. Le docteur Akinwumi Ayodechi Adesina était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, au président Alassane Ouattara. Le ministre nigérien de l'Agriculture a indiqué avoir également échangé avec le chef de l'État sur les voies et moyens d'augmenter les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On a discuté concernant la situation de commerce, comment on va augmenter l'interaction entre nos deux pays. Le docteur Akinwumi Ayodechi Adesina a félicité le président Alassane Ouattara
un grand économiste, pour son leadership en Afrique et ses actions de développement en Côte d'Ivoire. On a amené un message pour féliciter monsieur le Président pour tout le travail qu'il fait ici en tant que leader, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi en tant que leader pour l'Afrique. Parce que quand vous le connaissez, le président Ouattara, c'est un grand économiste. Et ce qu'il avait fait ici au niveau de la transformation de la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Cette transformation de la Côte d'Ivoire, sous son impulsion, est un grand exemple pour le reste de l'Afrique. Une délégation du groupe français Bouygues Construction était à la primature ce mercredi pour une rencontre avec le Premier ministre. Les échanges ont porté notamment sur la livraison à la mi-décembre du pont Henri Konan Bédié en construction. Le reportage d'Abou Sanogo. Le pont Henri Konan Bédié sera inauguré à la mi-décembre 2015. Le délai de livraison sera respecté. C'est l'information qu'est venu porter le directeur délégué de Bouygues Construction au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au cours de cette audience. Je suis venu à Abidjan pour rendre compte à Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre Patrick Hachi de l'avancée du chantier du pont d'Abidjan, du nouveau pont d'Abidjan, lui confirmer que le chantier allait être livré à l'heure pour pouvoir l'inaugurer mi-décembre, donc avec derrière une mise en service comme c'était prévu à l'origine du contrat. Ils ont aussi abordé d'autres sujets. On a également évoqué l'avenir, de voir comment nous pourrions encore plus collaborer pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire qui est très prometteur et où de nombreux projets sont devant nous à l'horizon. Un des premiers projets est bien sûr le train urbain d'Abidjan sur lequel nous travaillons d'arrache-pied. La délégation de Bouygues Construction était conduite par le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi. Le président du Parlement français, Claude Bartolone, arrive demain à Abidjan pour une visite officielle de 3 jours. L'objectif de la visite, renforcer la coopération interparlementaire entre les deux hémicycles français et ivoiriens. Explication avec Michel Digri. Ce 23 octobre, le président du Parlement français, Claude Bartolone, foulera le sol ivoirien à l'occasion d'une visite de travail avec son homologue ivoirien Guillaume Soro. Une rencontre qui devrait aboutir à la signature d'un accord cadre de coopération entre les deux parlements. Ce protocole permettra d'intensifier un peu plus la coopération interparlementaire entre les deux institutions, 2 années après la rencontre entre les deux hommes à Paris. Au cours de cette première rencontre, déjà en France, ils avaient jeté les bases du renforcement de la coopération entre les deux institutions. Et l'on se souvient que dès l'installation de la présente législature, l'Assemblée nationale a envoyé une mission pour procéder à l'évaluation diagnostique de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en ruine suite à la crise post-électorale. Elle a fait don de quelques équipements, notamment au plan informatique, et d'ouvrages de droit qui ont permis de relancer le travail de l'administration parlementaire. La visite de Claude Bartolone en Côte d'Ivoire entre dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par Guillaume Soro depuis son accession à la tête du Parlement ivoirien. Elle intervient après celle du président de l'Assemblée nationale du Cambodge et du Sénégal en mars et juin dernier. Voilà, je vous apprends pour la CAN Dames 2014, la demi-finale, vous le savez. Donc, Côte d'Ivoire-Cameroun se joue actuellement en Namibie. Les deux équipes ont fait un match nul, 1 but partout. Elles jouent donc actuellement la prolongation, espérons pour nos éléphantes. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères veut faciliter la mission des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Et bien pour cela, il faut mutualiser les efforts. Le ministre Charles Kofi Dibi a échangé hier avec l'ensemble des diplomates. Le compte-rendu de Roger Appé et Sidonie Davila. Cette réunion n'est pas une rencontre de plus. Elle a permis aux deux parties, l'ensemble du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et l'État représenté par le ministère des Affaires étrangères, d'exprimer leurs différentes préoccupations. La facilitation de l'acquisition du e-visa à l'aéroport et du permis de conduire sont les principales préoccupations exprimées par les diplomates. Parmi les doléances que le corps diplomatique a soulevées, il y a entre autres l'émission des permis de conduire
Et le ministre d'État nous a fait part des dispositions qui ont été prises par le ministère des Transports ainsi que par le ministère des Affaires étrangères pour faciliter l'émission de ces documents et faire en sorte que les diplomates qui œuvrent en Côte d'Ivoire puissent œuvrer dans les meilleures conditions possibles. La plupart de leurs préoccupations ont été prises en compte par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. En outre, il a vivement attiré l'attention du corps diplomatique sur les manquements observés chez certains. Ces manquements ont trait au paiement des loyers et au traitement du personnel, pour ne citer que cela. Sur ce fait, les diplomates ont dit avoir pris bonne note. Ils ont aussi pris l'engagement pour que des solutions idoines soient trouvées, et ce, le plus rapidement possible. Vous vous souvenez, le gouvernement avait décidé le 16 octobre dernier en Conseil des ministres d'interdire l'importation, la commercialisation des postes téléviseurs analogiques en Côte d'Ivoire. Mais comment la mesure est-elle perçue par les commerçants et consommateurs? Comprennent-ils le bien fondé de cette décision? La ministre de la Communication vient d'organiser une rencontre pour expliquer l'intérêt de la mesure et surtout proposer des actions de sensibilisation. Moussa Koulibaly, Michel Dikri. Interdiction d'importer et de commercialiser des postes téléviseurs analogiques. Une semaine après l'adoption du décret en Conseil des ministres, la panique s'installe chez plusieurs opérateurs économiques du secteur de l'électroménager. Moi, j'aimerais d'abord, qu'est-ce qui est analogique, qu'est-ce qui est numérique? Bon, nous qui vendons les téléviseurs analogiques aujourd'hui, le gouvernement prend un décret, le décret vous allez supprimer. Maintenant, nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous sort? Les gens sont paniqués, les gens ont peur, ils ne savent pas de quel type de télé il s'agit. Et donc, pour le moment, ça fait que les gens n'achètent pas des télévisions d'abord, ils attendent. Pour permettre aux acteurs impliqués dans la mise en application de ce décret d'être sur les mêmes longueurs d'onde afin de mieux expliquer aux commerçants et consommateurs les contours de cette loi, le ministre de la Communication a initié une séance de travail interministérielle. Il était important qu'une réunion technique se tienne avec tous les ministères qui sont concernés. Donc le ministère du Commerce, naturellement, le ministère de l'Industrie, le ministère du Budget, qui implique évidemment fortement la douane, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des PETIC, qui est concerné également par le projet, pour que nous puissions discuter et voir comment concrètement ces mesures peuvent être mises en œuvre pour éviter qu'il y ait une psychose au sein des populations, que les gens ne se disent pas que à partir de la prise de ce décret, c'est l'interdiction purement et simplement des télés. Mais pour l'heure, quel avenir pour les télévisions analogiques au moment où pointe à l'horizon le basculement au numérique? Aujourd'hui, les gens, il ne faut pas qu'ils changent leurs habitudes, il ne faut pas qu'ils jettent leur télévision à la poubelle. Tout ce qu'on dit, c'est que les nouvelles télévisions qui devront être importées et commercialisées en Côte d'Ivoire devront être conformes à la nouvelle norme de diffusion. Mais les anciennes télévisions auront toujours besoin de simplement un décodeur pour pouvoir fonctionner. Une télévision numérique peut ressembler à une télévision analogique. Il faut maintenant demander à votre revendeur, à votre conseil, qui vous dira si cette télévision est à la norme DVB-T2. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays membres de l'Union internationale des télécommunications, s'est engagée à basculer son système de diffusion télévisuelle de l'analogique au numérique à la date du 17 juin 2015. On en arrive au dossier EcoPlus. EcoPlus s'intéresse aujourd'hui aux petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, justement, la contribution des PME au PIB national se situe entre 18 et 20%. Un taux jugé faible. Alors, comment expliquer cette faible contribution à l'économie nationale? Quels sont les défis à relever? Élément de réponse dans le dossier EcoPlus signé Francis Boifo. En Côte d'Ivoire, plus de 80% du tissu des entreprises formellement constituées sont des PME, petites et moyennes entreprises. Leur contribution au produit intérieur brut PIB national se situe entre 18 et 20%, alors que dans les pays développés, le minimum exigé, c'est 40%. Pour beaucoup d'opérateurs économiques, ce grand écart est illustratif des nombreuses difficultés rencontrées. Les problèmes de financement, les problèmes de structuration également de ces promoteurs de petites entreprises. Il y a des problèmes liés au management même de ces entreprises appelées PME.
il y a des problèmes qui sont liés même à la formation, des problèmes qui sont liés à l'information. Relativement aux problèmes d'accès au financement des petites et moyennes entreprises ivoiriennes, les banques restent formelles sur les conditions d'octroi de prêts. Vous devez avoir des états financiers qui sont corrects, qui sont équilibrés, qui respectent les normes fixées par l'OHADA. Vous devez avoir un plan de trésorerie. Vous devez avoir des comptes d'exploitation prévisionnels. Il faut être structuré. Il ne faudrait pas que l'entreprise ne tienne ou ne vive que par le biais d'une seule personne. Normal. La maîtrise du risque de contrepartie ou de crédit fait partie des principes de gestion des structures bancaires et le gouvernement le sait. Mais en même temps, il a l'obligation d'accompagner les PME à se développer. C'est pourquoi, au lendemain de la crise post-électorale, il a instruit certaines banques publiques à financer les petites et moyennes entreprises. Nous avons réorienté nos activités en contournant l'analyse classique qui consiste donc à faire des analyses bilancielles, c'est-à-dire à connaître la solvabilité, etc. de l'entreprise. Nous, aujourd'hui, ce que nous regardons, c'est la technicité de l'entreprise et surtout la qualité du payeur final. Au 30 septembre 2014, nous cumulons des concours aux PME à 51 milliards, soit 75% de l'ensemble des crédits accordés par la banque. Des efforts certes, mais beaucoup reste à faire pour permettre à toutes les banques et établissements financiers d'octroyer des prêts aux PME, surtout de rendre ces entreprises compétitives au regard de la concurrence des grandes firmes internationales. Les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat organisées 3 jours durant à Abidjan ont été l'occasion pour les acteurs de ces deux secteurs, les autorités gouvernementales et les parlements, réfléchir à la problématique du développement des PME. Ces rencontres ont été marquées par des recommandations. Le gouvernement doit assurer la formation des jeunes entrepreneurs et des dirigeants de PME. Que le gouvernement mette en œuvre dans les plus brefs délais les modes alternatifs de financement annoncés par la loi d'orientation. Il est prévu de mettre en place une agence nationale de développement des PME. Il faut que cette agence devienne effective. Pour nous, cela est important. Parce que nous, en tant qu'organisation professionnelle, nous allons prendre toutes nos dispositions pour renforcer nos capacités internes. Mais en face, il y a les décideurs. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Louis Billon, se veut rassurant. Le gouvernement a déjà planifié la stratégie de développement des PME à travers le programme FENIS. Son coût, 86 milliards de francs CFA. Premier problème des PME que FENIS doit permettre de régler, le problème de l'accès au financement et de l'accès au marché. Deuxième problème, la formation en management, formation en culture de l'entrepreneuriat. Les objectifs font en sorte que le nombre de PME actuelles en Côte d'Ivoire soit doublé à l'horizon 2020. L'objectif également en termes de création d'emplois. Donc dans les statistiques, on considère que les PME font environ actuellement autour de 150 000 à 200 000 emplois. De faire en sorte qu'on puisse également faire tripler ce nombre-là pour être autour de 600 000 emplois à l'horizon 2020. Dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, la loi d'orientation des PME a été adoptée. Elle présente de nombreux avantages pour les acteurs des PME. L'ensemble des textes apportent un accompagnement, un soutien, une aide, une protection pour la PME, pour que la PME puisse résister les premières années de sa création et évoluer dans un environnement beaucoup plus favorable. L'accès au marché en réservant dans les marchés publics un pourcentage de ces marchés-là aux PME. On le voit, tous les signaux sont ouverts pour permettre aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes d'être compétitives dans 5 ans. Reste la mise en œuvre des 50 mesures que comporte le programme FENIS et la prise de conscience des dirigeants des PME à développer leur structure. Objectif pour ces PME, contribuer à 40% au PIB national, comme dans les pays émergents.
Voilà, c'était le dossier EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction, dossier signé Francis Boifo. La journée des Nations Unies sera célébrée le 24 octobre prochain. Cette journée, célébrée chaque année, est une occasion pour les agences des Nations Unies de réaffirmer leurs engagements aux idéaux de l'organisation. En prélude à cet événement, le groupe de communication des Nations Unies a organisé une rencontre sur le thème « Unis dans l'action pour une croissance durable et inclusive en Côte d'Ivoire ». Diroger Nguessan, Adam Akone. Pérenniser la croissance de la richesse nationale et faire en sorte qu'elle soit mieux répartie. C'est le double objectif du système des Nations Unies dans son plan d'action 2013-2015. À travers ses agences, fonds et programmes, l'organisation apporte un appui constant au gouvernement. Ce pays donc a des défis assez importants à relever au lendemain donc de la crise post-électorale. Une série de réformes donc structurelles ont été engagées par le gouvernement et nous avons donc essayé d'accompagner le gouvernement dans leur mise en œuvre. La gouvernance, l'économie, les services sociaux de base sont entre autres les domaines prioritaires dans l'action du système des Nations Unies. Selon Babacar Cissé, coordonnateur de ces actions, l'impact est positif, mais insuffisant pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. C'est pourquoi le système des Nations Unies décide d'allouer environ 10 milliards de francs CFA à l'ADDR pour améliorer ses résultats. Quand on regarde les avancées et notamment les actions qui sont mises en œuvre par l'ADDR, on est en droit de penser que nous sommes sur la bonne voie. À la faveur de la journée des Nations Unies prévue le 24 octobre, toutes les contributions de l'organisation en Côte d'Ivoire seront présentées durant une semaine. Une autre journée, elle est célébrée aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bégaiement. Environ 60 millions de personnes souffrent de ce trouble du langage. Cette journée est donc l'occasion d'informer et de sensibiliser, mais aussi de faire avancer les recherches pour soulager les bègues. Explication avec Arnaud Niedo et Yami Sissoko. Environ 60 millions de personnes souffrent du bégaiement dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le bégaiement est un trouble qui affecte le débit de la parole. Une cadence caractérisée par des répétitions ou des prolongations de sons, de syllabes, des hésitations et des pauses fréquentes. Le bégaiement est lié à des facteurs environnementaux et psychologiques. Les facteurs qui prédisposent des personnes à bégayer, entre autres les antécédents familiaux, la constitution neurologique de la personne qui bégaye et les facteurs aussi qui déclenchent le bégaiement, le mimétisme, l'imitation, et nous avions aussi des difficultés psychologiques, la réaction de l'entourage par rapport à la personne qui bégaye. Les premiers symptômes apparaissent dans la plupart des cas dès l'enfance. Le bégaiement peut survenir également à la suite d'un accident cardiovasculaire ou d'un choc émotionnel. Il constitue une entrave à la réussite sociale des personnes bègues. Ou les conséquences du bégaiement sur la personne elle-même qui bégaye, tout d'abord c'est la nervosité et aussi le refus de participer à la communication. La personne s'isole. Des traitements orthophoniques et psychologiques permettent de contrôler le bégaiement ou de le guérir. Les traitements sont sur deux volets. Le traitement orthophonique couplé du traitement psychologique. Il y a la méthode de réapprentissage de la parole, la méthode de relaxation et la méthode de respiration. Des facteurs d'amélioration du bégaiement, on peut citer entre autres la chanson, la lecture à haute voix, la lecture en chœur, la parole ralentie, même voix, la parole chantée. C'est très très important pour diminuer le bégaiement. Des traitements sont méconnus par des personnes bègues. C'est donc pour les aider à sortir de l'isolement qu'une journée mondiale du bégaiement a été instituée depuis 1998 par les Nations Unies. Elle vise également à sensibiliser la population pour faire progresser la recherche des traitements. La caravane de l'emploi sillonne le Sud Comoé depuis lundi. Elle va s'arrêter demain, jeudi 23 octobre. Et l'initiative est de l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi soutenue par le Conseil régional du Sud Comoé. L'objectif de cette caravane est d'informer les jeunes des communes de cette région sur les actions menées par l'État en matière de formation et d'emploi. Eve Boué, Franck Wadio. À Boisseau, place Etche Elengan,
du beau monde. Chercheurs d'emploi, conseillers d'orientation, chacun à la recherche d'informations à travers ces stands de structure de l'emploi et de la formation. Nous sommes à la caravane de l'emploi dans le sud Komoué. On est venu aussi tenter nos chances pour voir dans l'avenir si on peut avoir un emploi. C'est bienvenu, moi je crois, parce que ça permettra à nos jeunes de visiter ces stands-là et de se mettre en relation avec, je dirais, l'employeur. Des emplois pour mettre en exergue les efforts des autorités pour résorber le chômage des jeunes. Les offres de services des structures dédiées à l'emploi et à la formation professionnelle seront présentées. Les formations aux techniques de recherche d'emploi, les processus de mise en emploi seront enclenchés en lien avec les partenaires. Visite de stand et un message à retenir. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle entend rapprocher les jeunes des réalités du monde de l'emploi. Les jeunes d'Aboisseau, à l'honneur donc, une maison dédiée à leurs préoccupations en matière de formation et de recherche d'emploi leur est offerte par le Conseil régional. Aujourd'hui, il est important que les territoires soient visités pour le relais de cette politique en faveur de l'insertion de la jeunesse ivoirienne. Il nous appartient donc de traduire sur le terrain, au niveau des collectivités, conseils régionaux et communes, cette vision noble du chef de l'État qui veut que chacun gagne son pain à la sueur du front. 4 jours dans les villes du Sud Komoué, une bonne nouvelle pour la coalition des jeunes en quête d'emploi du Sud Komoué. Ils seront sûrement dans quelques mois la coalition des jeunes entrepreneurs du Sud Komoué. Une délégation de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par Boreima Badini, ancien représentant du facilitateur dans la crise ivoirienne, a eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Après avoir plaidé pour des élections apaisées en 2015, l'OIF s'est engagé à apporter toute l'assistance dont la Côte d'Ivoire a besoin pour réussir ces élections. Action saluée par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Les membres de l'OIF ont par la suite expliqué le plan d'action, notamment dans le domaine de la formation et de la sensibilisation. Sachez que l'OIF aura des rencontres avec la CEDEAO, l'Union européenne, l'ONUCI et la Cour constitutionnelle ainsi que l'AACA. Koumfao et Transua dans l'est de la Côte d'Ivoire ont reçu la visite du porte-parole du PDCI. Kobena Kwasi Adjoumani a échangé avec les militants du parti sur l'appel de Daoukro, appel à soutenir la candidature unique d'Alassane Ouattara en 2015. Explication avec Franck Kouadio. L'hymne du PDCI en guise d'apéritif avant de passer aux échanges. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, pour l'occasion secrétaire exécutif chargé de l'information et de la communication du PDCI RDA, Kobena Kwasi Adjoumani, est dans la région du Gontougou. Une tournée donc pour expliquer aux populations l'appel de Daoukro. La première escale, Koumfao, et face aux militants, un message, faire confiance au président Henri Konan Bédié et décortiquer les chantiers en cours et ceux prévus par le président Alassane Ouattara. À Transua, à une trentaine de kilomètres de là, ferveur populaire et enthousiasme renforcé par la bénédiction des mânes et esprit tutélaire. De quoi renforcer, selon Kobena Kwasi Adjoumani, sa détermination à porter le plus loin possible le message. Le porte-parole du PDCI note sa satisfaction. Tous, comme un seul homme, sont engagés derrière le président Henri Konan Bédié pour faire triompher l'appel de Daoukro. Et donc, nous partons en étant heureux et fiers d'être non seulement des envoyés du PDCI-RDA auprès de nos parents, mais en étant heureux et fiers de savoir que nos parents ont bien compris le message. Le président Alassane Ouattara n'a même plus besoin de venir faire campagne ici. Même les chefs lui ont dit merci pour tout le travail remarquable qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Cette tournée d'explication de l'appel de Daoukro dans le Gontougou, débutée le 17 octobre, dure 3 jours.
En août 1946, Félix Houphouët-Boigny, alors député PDCI RDA de la colonie de Côte d'Ivoire, décide d'envoyer des Ivoiriens en France pour leurs études secondaires. La raison, ces établissements n'existent pas à la colonie, dans la colonie donc. Alors le rassemblement des élèves sélectionnés, 148 enfants, dont 13 jeunes filles, a eu lieu le 22 octobre 1946. Et ce mercredi 22 octobre 2014, donc 68 ans après, ces élèves, dont ses compagnons de l'aventure de 46, se sont retrouvés autour d'un déjeuner pour commémorer ce moment historique de la Côte d'Ivoire, un moment plein d'émotions. Il n'y a pas eu, semble-t-il, de bilan officiel de l'aventure 46. L'association a pu dénombrer néanmoins 33 diplômés d'études juridiques, 14 pour les études littéraires, 21 pour les études médicales et 11 ingénieurs. Sachez que cette aventure, en tout cas des 46, a servi d'exemple à la plupart des pays africains. Voilà, on va terminer en sport. Malheureusement pour la CAN 2014, nos éléphantes se sont inclinées devant le Cameroun 2-1. On se retrouve demain à la même 20h. Le monde